De retour sur la libre antenne pour cette troisième partie consacrée aux questions et particulièrement évidemment vos questions, les questions des métanotes. Il y en a beaucoup, hein, Jean-Michel, beaucoup de questions. Tant mieux. Donc on va essayer, on pourra peut-être pas répondre à tout, on va essayer de répondre au maximum. Alors on me dit, voilà, bonsoir Monsieur Verdocher, très content de vous voir ici. Ma question est simple, y a-t-il un risque de nouveaux attentats, voire chimiques? Est-ce qu'on aura le sang-froid pour ne pas tomber dans ces provocations et quelles en seraient les conséquences sur notre cohésion sociale et nos libertés? C'est vrai qu'on a évoqué cette possibilité, y compris de la bouche du Premier ministre lui-même, qui nous a dit attention, les attentats chimiques. On a vu, alors chose très étrange, on a vu un décret ministériel qui est paru au journal officiel, dans lequel on demande comment on appelle ça, en fait, on demande à ce qu'on puisse augmenter le stock, en fait, d'antidotes pour d'atropine, voilà, pour sulfate d'atropine, voilà, qui servent visiblement en cas d'attaque chimique, au gaz neurotoxique. Exactement. Et donc c'est une information qui avait été soulevée, qui avait été amenée d'ailleurs, il faut bien le préciser, hein, par l'UPR et François Asselineau, qui en avait fait un article très controversé puisqu'il se faisait traiter de complotisme, alors qu'en fait il n'a fait que reprendre un décret ministériel paru au journal officiel et voilà, coïncidence ou pas, mais en tout cas 2 jours après on avait le Premier ministre à l'Assemblée nationale qui annonçait la possibilité d'attaque chimique et qui faisait référence à ce même décret ministériel. Alors je vais essayer de vous faire une réponse à la voix simple et compliquée. Simple, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'autres attentats. Pourquoi n'y en aurait-il pas d'autres? Ceci étant dit, la vague d'attentats de Paris est intervenue au sein d'une série. Cette série a certainement commencé avec le vol civil de touristes russes qui s'est écrasé, même si aujourd'hui encore on conteste que ça puisse être ou non un attentat. Enfin, surtout ce sont les Égyptiens qui contestent, comme par hasard. Ils ont peur pour leur tourisme, c'est naturel. Donc ça a commencé avec le vol qui s'est écrasé au-dessus du Sinaï. Ça s'est poursuivi par un terrible attentat, si je me souviens bien, à Bagdad. Ça avait été pressé d'ailleurs au moment des élections, 3 semaines avant les élections. Là, à Paris, nous étions 1 mois, 3 semaines avant le premier tour et 1 mois avant le second tour des élections. Même cas de figure que l'attentat d'Ankara. Hein. Je n'en tire aucune conclusion. Il y avait eu un attentat à l'attaquer, j'y étais. 2 roquettes sont tombées, l'une n'a pas fait de victimes, l'autre a fait 22 morts et une 60aine de blessés, notamment des femmes et des enfants. C'est tombé sur une des voies principales de l'attaquer. 2 jours après, ça c'était le mardi, ce n'était pas le vendredi, mais le jeudi, donc 2 jours après, il y avait une bombe qui explosait faisant 40 morts dans le carré du Hezbollah à Beyrouth. Tout à fait, à Beyrouth aussi. Quartier que j'avais également fréquenté, mais ça n'a aucun rapport avec moi. Je vous assure, je ne suis pas une cible. Enfin, à Dieu ne plaise. Et puis, il y a eu ce fameux vendredi 13 à Paris. Il y a eu ensuite d'autres attentats. Il y a eu à Bamako, au Mali. Voilà. Tout ça s'inscrit dans une série. Maintenant, il faut qu'il y ait presque coordination. Il faut avoir planifié cette série d'attentats qui coïncide au fond, qui est une sorte de réponse au rapprochement des Français et des Russes, et surtout à l'intervention russe. Comme si on avait voulu à la fois détourner l'attention pour les attentats en Syrie, divertir les troupes, c'est-à-dire faire que les troupes se redéploient sur Damas, par exemple, soulager la pression qui était exercée à ce moment-là sur les troupes de Daesh, ou signifier aussi à l'opinion publique mondiale que Daesh n'était pas mort et qu'il était tout opérationnel et qu'il était capable de porter des coups qui faisaient mal. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour l'avenir, je ne suis pas Cassandre, je ne suis pas prophète, encore moins prophétesse. On ne sait pas au fond qui sont les véritables commanditaires de ces attentats. Toute la question
dirais qu'ils, vous savez, ce sont des jeux de billard à 3 bandes, à 4 bandes, à 5 bandes. Les balles rebondissent. Ne pas oublier que ces djihadistes, takfiristes, terroristes que l'on a poursuivis, que l'on a abattus, ne font que des sortes de mercenaires. Ce sont des soldats sacrifiés d'une cause qui leur échappe complètement. On ne sait pas au départ quels intérêts ils servent, ils ne le savent pas eux-mêmes, ils ne le sauront jamais, même ceux qui les commandent directement, même ceux qui les envoient. Vous savez, c'est un jeu géopolitique, géostratégique d'une grande complexité et qui nous échappe en partie. Donc il y a eu ce coup de semonce. C'est un coup de semonce, c'est un signal qui a été envoyé à un certain nombre de pays. Maintenant, ce signal sera-t-il répété, réitéré? Ça, c'est une autre affaire et je ne peux pas le dire. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, on dit, les rafales vendues au Qatar vont-ils se retrouver dans les mains des terroristes modérés? C'est vrai qu'on a vendu des rafales, mais bon, peu de chance. Non, il faut la formation d'un pilote coûte presque aussi cher qu'un avion lui-même. N'importe qui ne peut pas piloter un avion de chasse ou un bombardier. On peut penser même que certains avions de l'armée régulière arabe syrienne, depuis longtemps, ces avions sont pilotés par des Ukrainiens, des Russes, ou en tout cas des ressortissants de la Fédération de Russie. D'accord. Donc ça, voilà une information qui a été donnée là-dessus. On me demande aussi pourquoi, à votre avis, le commandant Massoud a-t-il été assassiné? Quelle menace pouvait-il représenter aux yeux des Occidentaux? Il ne représentait certainement aucune menace. Je ne suis pas spécialiste de cette question, mais toujours est-il qu'il a été abattu juste avant le 9 septembre. Le 9 septembre et le 11 septembre, il y a le 11 septembre. Peut-être aurait-il fait obstacle à la guerre qui allait se déclencher contre l'Afghanistan. Et l'invasion de l'Afghanistan. Et peut-être aurait-il voulu se mêler de cette affaire, peut-être n'aurait-il pas prêté, puisque l'invasion, il était prévu, comme d'ailleurs en 2003, l'Irak devait être pris à partir de Basra, à partir du sud, par les forces américaines, et au nord, par les forces kurdes. Mais les choses ont été plus compliquées, la Turquie a refusé le survol de son territoire et l'usage de la base d'In Shirley, qui est pourtant une base plus ou moins inféodée à l'OTAN. Les forces dont j'ai oublié le nom, les forces du Nord du commandant Massoud n'auraient peut-être pas été... L'Alliance du Nord. Ouais. De l'Alliance du Nord, je vous remercie, je vois que vous avez une mémoire d'éléphant. Mais il y a encore des éléphants en Afrique. Oui, il n'y en a plus beaucoup. Plus beaucoup, les pauvres. Les pauvres et surtout pauvres de nous aussi. Nos enfants ne verront plus, ils verront des images, voilà. Ils verront Babar. Et donc, peut-être que le commandant Massoud était un électron libre ou avait pris trop de poids pour véritablement jouer son rôle dans ce jeu. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est une hypothèse, ça reste une hypothèse. En toute vraisemblance, en tout cas, on voit bien qu'il y a une volonté, en tout cas, de son élimination, et juste après, ces fameux... 3 jours après, le 11 septembre. Voilà. Et 1 mois après, l'invasion de l'Afghanistan. De l'Afghanistan. Soyons clairs. Donc c'est forcément à mettre en rapport. Enfin, on peut difficilement faire autrement. Alors on me dit, bonsoir Monsieur Vernochet, quel est votre point de vue concernant la théorie du Grand Israël? Est-ce que c'est pas une théorie, c'est un fait. C'est un plan. C'est un fait. Ça se trouve déjà donc dans la Genèse, ça se retrouve à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Je vous renvoie, il y a un petit livre qui est paru sur le plan Yodad-Yinon. Il va y avoir une réédition ces jours-ci aux éditions Sigest. Et en 1982, un diplomate, on ne sait pas très bien qui c'est, ou si c'est un groupe de diplomates israéliens, trace un plan sur la création d'un grand Israël. Alors, on peut débattre longuement si c'est du Nil à l'Euphrate. En tout cas, ça couvre une partie de la Mésopotamie, l'Euphrate dessinant le contour extérieur de la Mésopotamie. Et le Nil, alors est-ce le Nil des cataractes? Est-ce un Nil... Bon, peu importe. De toute façon, il y a un projet d'extension qui était d'ailleurs enseigné aux jeunes recrues de Tsahal à une certaine époque.
Donc ce projet existe, je vais m'arrêter là. En 2002 ou en 2003, en 2002, il y a ce qu'on appelle le Greater Middle East Initiative, qui est un projet justement qui part de l'Indus, des rives de l'Indus, là-bas en Inde ou au Pakistan, en fait du Waziristan, c'est-à-dire les zones tribales du Pakistan, et qui va jusqu'à la Mauritanie, donc jusqu'au Maroc, aux colonnes d'Hercule, et qui couvre la Mauritanie, qui est de recomposition géographique, c'est ce dont vous parlait Pierre Hillard, de recomposition géographique de toute l'ère islamique, mais pas seulement arabo-islamique, on va dire islamique, en grosso modo. Ce plan a été apparemment abandonné, mais c'est le même plan que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui, qui consiste à morceler des États, à redessiner des États, puisque des entités confessionnelles ou ethniques à statut d'État ne seront jamais des États avec une diplomatie, une armée pouvant menacer un équilibre régional, si tant est qu'il est dominé par le gendarme de l'Occident, c'est-à-dire le gendarme des États-Unis qui s'appelle l'État d'Israël. L'État d'Israël dans la région, donc qui deviendrait le plus puissant en plus de la région, sans conteste, quoi. Il l'est, mais aujourd'hui il y a un challenge, comme on dit, il y a un défi qui est celui de l'Iran, qui représente par son poids démographique. La Turquie n'est pas un danger, puisque la Turquie des frères musulmans, en fait, M. Erdogan est un frère musulman, même s'il ne me dit pas, a contracté, passé une alliance stratégique depuis longtemps avec l'État hébreu. Donc ils sont liés, quelles que soient les fâcheries apparentes, les bisbilles diplomatiques, l'affaire du Mavi Marmara, etc. Tout ça, il y a aussi une partie de cirque. Ces gens s'entendent comme larrons en foire. Oui, puisqu'en plus, la Turquie a ouvert son espace aérien à Israël, etc. Enfin, on sait qu'ils ont tout un tas d'accords ensemble. Alors, on me dit aussi, en plus de la stratégie de la baisse du pétrole, comme dans les années 80, est-ce que cela est un des objectifs, enfin, pour user et affaiblir les Russes sur plusieurs zones de conflit? Parce que c'est vrai qu'on joue sur cette arme du pétrole, on sait que... le Venezuela c'est très clair pour le Venezuela. Est à genoux. Le pétrole est passé à $200 à moins de 40 aujourd'hui. Enfin, là aussi, grosso modo, la Russie souffre considérablement, l'Iran souffre considérablement, les États-Unis également, mais parce que nous sommes sous le seuil de rentabilité des gaz de schiste. Mais d'un autre côté, ils exportent leur gaz et leur pétrole de schiste bitumineux, de sable bitumineux. Ils ont de quoi attendre. Et puis ils ont surtout la planche à billets, vous savez, qui ne coûte les fameux dollars, qui ne coûte le prix du papier et de l'encre à imprimer. Et donc tous les déficits, ils les comblent en injectant des doses massives de dollars qui est maintenu par les échanges pétroliers, puisque c'est la monnaie, c'est le pétrodollar et la monnaie des échanges énergétiques dans le monde. Et on sait que le dollar étant un fondement de cette puissance, sinon le fondement de la puissance américaine, donc chaque pays qui envisagerait de modifier ce système monétaire, de s'émanciper. On l'a vu avec la Libye, on l'a vu avec l'Irak. S'ils ont eu des velléités, même l'Iran a eu une velléité de passer à l'euro à un moment donné. Parce que Saddam Hussein, c'est ce qu'il avait annoncé, visiblement. Oui, ils ont vite rabattu. Sauf que aujourd'hui, mezzo voce, c'est-à-dire en silence, la Chine songe à créer une monnaie à partir d'un panier de monnaie. Ce qu'on appelle les pays émergents sont en train très discrètement et très doucement de s'émanciper. Oui, parce qu'ils créent la banque des BRICS aussi. La banque des BRICS. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails techniques, mais c'est en train effectivement de sur ce front, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Chose qui doit être très très mal vue évidemment par les États-Unis. Alors, on me dit concernant bonsoir Monsieur Vernochet, concernant la Syrie, que pensez-vous des infos que l'on reçoit comme quoi des groupes de l'armée syrienne libre ont rejoint des troupes de l'armée de Bachar el-Assad? Ça, c'est vrai, on a eu cette info-là. Qu'est-ce qu'on doit en penser? On nous explique que maintenant, il y aurait... D'ailleurs, c'est une info qui a été donnée par les Russes, si je ne m'abuse, qui explique que, finalement, il y aurait des collaborations. Je n'ai pas de... Mais ça serait, à mon avis, marginal. Les groupes de l'armée syrienne libre rejoignent plutôt les groupes d'Al-Nosra. C'est plutôt ça, l'information. Les gens de l'armée syrienne libre étant
des frères musulmans. Il ne faut pas oublier que dans les années, quand je vais dire une bêtise, dans les années 80, le président Hafez el-Assad, donc le père de Bachar, a étrié, a massacré. Alors on dit 10 000 morts, d'autres disent 20 000, mais en tout cas les frères musulmans se sont tenus quoi pendant les 20 années suivantes. Donc la méthode était rude, mais elle avait été efficace. Oui, parce qu'ils avaient tenté de le renverser, il faut bien le dire. Voilà. Ça fait longtemps qu'on est à l'œuvre pour renverser le régime en Syrie. Alors, donc, ce qui veut dire que quand même les frères musulmans gardent un chien de leur chienne. Au régime de Bachar, qui est d'ailleurs un régime impie, les frères musulmans étant qu'une variante présentable du wahhabisme. C'est un islam politique. C'est pas l'islam orthodoxe, c'est pas l'islam classique, c'est pas l'islam traditionnel, c'est pas l'islam populaire. C'est une version présentable du wahhabisme et de l'islam politique. L'islam politique qui est l'islam ne devenant qu'un outil de pouvoir et de conquête du pouvoir, qu'il soit individuel ou collectif. D'accord. Alors, autre question, on me dit bonsoir Monsieur Vernouchi, que pensez-vous de la théorie qui annonce la création prochaine d'un État kurde arraché à la Syrie c'est pas une théorie, c'est une réalité. C'est ce que voulaient faire les Turcs en créant une zone d'interdiction aérienne, s'ils l'avaient pu. Les Turcs qui trouveraient leur avantage en fait d'un Kurdistan en se débarrassant des Kurdes turcs. Un Kurdistan qui regrouperait la partie autonome du Kurdistan irakien, c'est ce qu'ils essayent de faire, mais un Kurdistan normalisé. La hantise de la Turquie, d'Ankara, ce sont les Kurdes, qu'ils n'ont jamais plus du temps de Kemal Pacha Atatürk, quand on a créé la République de Turquie, on considérait que les Kurdes étaient des Turcs montagnards qui avaient oublié leur langue. Donc on voulait mais ils n'ont jamais pu. Il y a un irrédentisme kurde, donc c'est véritablement une épine dans le pied. Et la politique, je vais être brutal, mais la politique d'Erdogan, comme celle qui a été suivie depuis Kemal et avant par les jeunes Turcs, est une politique de purification ethnique, aussi bien des chrétiens que des Kurdes maintenant. Les Kurdes qui ont servi à massacrer les Arméniens, aujourd'hui, à leur tour, ont été l'objet, et puis il y a aussi des groupes non pas ethniques, mais confessionnels dont on ne parle pas, dont on parle peu, ou trop peu, ce sont les Alévis, qui sont certainement 10% de la population turque. Mais on n'en parle pas, parce que faut savoir qu'en Orient, les religions sont souvent des religions secrètes. Dont on ne connaît pas bien les arcanes. Je vous donne l'exemple des Druzes ou des Yézidis du Kurdistan irakien. Même chez les Alévis, il y a des zones secrètes, parce que ce sont des religions qui sont condamnées, qui sont persécutées et qui donc se cachent. Ce qui a été le cas des chiites, hérésies par les autres. Ce qui a été le cas du schisme au départ. D'accord. Donc cette info, confirmée absolument. Alors, on me dit, pensez-vous que l'agenda du Grand Israël est bien en place ou l'Iran fait encore obstacle ? Est-ce que l'Iran fait encore obstacle ? Parce que l'Iran de Rouhani, on a l'impression, c'est des choses qu'on a évoquées, qu'elle a un peu, pas changé de bord, mais pas loin. Non, mais c'est l'espèce de renversement. Votre réflexion est extrêmement pertinente et montre que vous avez le Tao, vous avez le Tao de ces affaires, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En Israël même, il y a des voix qui s'élèvent pour dire, mais nous et l'Iran, depuis que le Shah de Perse avait détruit les ennemis d'Israël, vous savez, c'est le fameux comment s'appelle cette fête juive, excusez-moi, j'ai un trou, où le premier ministre du Shah, Amman, avait été pendu avec toute sa famille et des dizaines et des dizaines de milliers d'opposants au peuple d'Israël. Il faut dire que le Shah, à ce moment-là, je ne sais pas si on l'appelait un Shah, avait pour maîtresse une très jolie membre de la communauté hébreu. Donc il y a des liens qui existent. Alors, tout cela est contradictoire.
ça serait à tort que l'on croirait que tout le monde est du même avis, que tout le monde est ennemi de l'Iran en Israël. Beaucoup voudraient retrouver une alliance, susciter une alliance, et puis en Iran même, il y a des clans occidentalistes représentés par Rouhani, mais le clan Ahmadinejad, qui est un clan mystique, qui appartient à Ahmadinejad, appartenant à une confrérie messianique, lui aussi, qui pense très fort à la confrontation, à Armageddon, pour faire toujours revenir le Messie. Il n'y a pas que nos amis les évangélistes américains qui pensent à cela. Eux ne veulent pas rayer Israël de la carte du temps, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, mais sont prêts à une confrontation, non pas avec Israël, mais avec l'Occident en général. Donc on a des flux et des reflux. Il ne faut pas croire que tout soit blanc ou noir et que les pays, les États, les gouvernements forment des blocs monolithiques. Donc il y a il y a des visions qui s'opposent au sein. Et alors, comme à Washington, à un moment donné, il y a le clan des faucons on peut arriver au bord de la guerre et tout d'un coup retomber de l'autre côté. Il y a des équilibres de rapports de force qui sont extrêmement précaires, instables et qui peuvent changer à tout moment. D'accord. Un peu la ligne, voilà. Alors, si on a Madame Clinton, par exemple, on va avoir, ça sera la ligne dure des sionistes messianiques qui, parce qu'il ne faut pas croire, le sionisme n'est pas un athéisme ou un laïcisme, c'est, puisqu'encore une fois, la création de l'État d'Israël, du retour du peuple juif en terre d'Israël, est l'aboutissement d'une prophétie. D'accord. Ça, c'est des choses qu'on oublie de préciser, tout le contenu un peu justement, je n'ose pas dire spirituel, mais en tout cas empreint, en tout cas de mysticisme de tous ces... Il faut lire, il y a un livre tous ces mouvements, d'un jeune musulman sunnite, enfin jeune, il n'est pas si jeune que ça, il a une trentaine d'années, Youssef Indy, qui s'appelle Occident et Islam, qui explore les racines messianiques du sionisme depuis l'Europe médiévale jusqu'au choc des civilisations, montrant, nous parlions de guerre civile tout à l'heure, mais à l'échelle planétaire, c'est le choc des civilisations, qui explore justement depuis l'Europe médiévale et non pas depuis Cromwell ou depuis le 19e siècle, un mouvement de l'actualisation de l'idée du retour en terre de promission, en terre sainte, du retour du peuple judéen ou juif, et que cette idée très ancienne s'incarne petit à petit, d'ailleurs contre le mouvement marxiste qui lui voulait, Marx dans sa réflexion sur la question juive, voulait réellement l'émancipation du peuple juif, mais il ne la voulait qu'à travers l'émancipation de l'humanité tout entière. Donc lui déjà, Marx voulait la gouvernance mondiale et la révolution mondiale. Il voyait plus loin. D'accord. Ça fera plaisir à tous nos amis marxistes. Je suis désolé pour eux, et qui relisent. On trouve actuellement, il y a une réédition de la question juive vue par Marx. Il le dit en toutes lettres. Et d'ailleurs, on sait que Lénine et Trotsky n'aimaient pas beaucoup les sionistes, même pas du tout, parce qu'eux aussi voulaient la révolution universelle. D'accord. Donc pour les mêmes raisons que Marx. Pour les mêmes raisons, hein. Lénine qui était d'origine juive aussi, il faut le rappeler, Trotsky aussi. Anciennement, il avait un grand-père, il était aussi kalmouk, c'était un curieux personnage. D'accord. On me dit, quel avenir pour l'Irak selon vous? Alors c'est vrai que l'avenir de l'Irak est très très compromis depuis l'invasion américaine. En tout état de cause, il y a déjà un dépeçage qui est opéré, Kurdistan au nord. Il y a Sunnistan, c'est-à-dire l'État islamique au centre. Va-t-on, même si la Syrie réussit à réduire Daesh, donc l'État islamique, sur son propre territoire, il restera une poche, j'imagine, en Irak, qui sera irréductible, parce que même si beaucoup de tribus arabes sont hostiles à Daesh, Daesh est bien implanté, il a implanté une administration, il a même créé sa propre monnaie, il bénéficie de cadres d'un haut niveau. Parce qu'il y a beaucoup apparemment d'officiers, d'anciens officiers de l'armée irakienne qui ont rejoint les rangs de Daesh. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Non, mais elle est vraie, elle est exacte. Elle est exacte, cette information. Ils n'ont pas rejoint Daesh, ils se sont alliés aux radicaux islamiques venant d'Arabie Saoudite pour combattre. Ils ont poursuivi la résistance. Alors que du temps de Saddam, nul
n'aurait pénétré sur le territoire irakien s'il avait été djihadiste, takfiriste, wahhabite ou autre. En tout cas, il se serait fait expulser ou assassiner tout de suite. Donc, on n'aurait pas toléré du temps de Saddam. Mais là, il y a eu une alliance stratégique pour continuer à combattre. Et notamment, c'est le fameux, je ne sais pas si c'était un général, le nom est très célèbre, Al-Douri, dont on a annoncé la mort à plusieurs reprises ces derniers mois, c'est un homme âgé déjà, qui a plus de 70 ans, qui aurait conduit donc cette alliance, mais alliance qui a fini par aboutir à la création de Daesh. De toute façon, quand on crée quelque chose, à un moment donné, on est dépassé par sa progéniture. Hein. Parce que beaucoup de gens avaient remis en cause à l'époque les décisions qui avaient été prises par l'administration américaine, en particulier c'était Paul Bremer qui avait décidé de dissoudre l'armée irakienne. Et que cette décision... Elle venait de Washington. Elle venait de Washington directement. Ce qui était une folie, mais on le savait. Ouais. C'était l'équivalent du processus de dénazification. Ils savaient, le parti bas, c'était l'armature, l'architecture, la colonne vertébrale du pays. C'était 2 millions de personnes. Donc on dissout Baas. L'armée, c'était 500 000 soldats, personnels et officiers supérieurs. Mais 500 000, ça veut dire 2 millions de personnes avec les familles. Avec les familles. Donc qui on foutait tout le monde à la porte d'un seul coup. Donc on allait créer un chaos, c'était volontaire. Ça, ouais. Il faut bien le comprendre, ce n'est pas une décision qui a été prise. Ils ont passé récemment à la télévision ce film qui n'est pas inintéressant, mais qui est une conversion épique. On montre que l'individu contre la machine. Ils ont passé ce film Green Zone, qui n'est pas mal, qui est intéressant. Alors on fait croire qu'il y avait des Américains, même que la CIA là était du bon côté. Voulait empêcher Brenner et voulait négocier avec quelqu'un qui pouvait ressembler à Al-Douri, qui était abattu à la fin du film, puisque les méchants sont toujours abattus, ce qui est normal, et les bons triomphent, enfin les bons, ceux qu'on désigne comme les bons. Mais de tous les films sur la guerre d'Irak, c'est celui qui est certainement le plus intéressant. D'accord. Et parce que est-ce que cette opération, d'ailleurs, comment on peut aujourd'hui juger avec le recul l'intervention américaine en Irak? C'est un échec, où ils ont réussi leurs objectifs, c'est-à-dire installer le chaos dans la région. Eh ben, vous venez de répondre à la question. Je vous félicite. Je m'attendais pas à trouver quelqu'un d'aussi lucide. Moi aussi, au début, j'ai dit, mais c'est l'échec intégral, c'est la faillite. Pas du tout. Ils ont parfaitement réussi. C'était pas l'agenda de l'armée de semer le chaos, mais c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont allés faire sauter le mausolée, je crois, c'est du 11e ou du 12e imam à Samarra. Mais comme m'a dit un bon connaisseur du monde arabe, il m'a dit, mais aucun sunnite ou chiite ne serait capable de... C'était un mausolée vénéré par les chiites. Mais aucun sunnite ne serait capable de faire ça. Parce que c'est vrai, on nous fait croire que tous les hommes sont égaux, qu'ils pensent tous de la même façon, que blanc, noir, c'est interchangeable. Mais pas du tout. Les Arabes croient au paradis et à l'enfer. Un musulman qui aurait fait ça serait allé en enfer. Or, ce sont des troupes à uniforme de la police qui sont arrivées, ont posé des explosifs. Il y a eu 2 attentats. D'ailleurs, je vous recommande, si vous allez sur la toile, vous allez trouver l'attentat de Samarra. J'ai publié dans un journal suisse, j'avais publié un article sur la question. Aucun musulman au monde n'aurait été capable de faire une horreur, une monstruosité pareille. Donc il y a des gens qui se sont efforcés de créer la guerre civile, sauf qu'ils n'y sont jamais véritablement parvenus. Il y a la guerre, mais pas la guerre civile. D'accord. Ils n'ont pas réussi, ils voulaient créer ce chaos de guerre civile. Mais ils n'y sont pas parvenus. Ouais. Malgré tous les attentats et les attentats qui se poursuivent aujourd'hui, les communautés ne se sont pas affrontées. Il n'y a pas eu cette séparation totale et absolue entre les communautés. Ça n'a pas marché. Comme quoi, vous avez beau gratter les allumettes, jeter des grenades, ça ne marche pas. Pas obligatoirement. D'accord, il y a eu juste, on peut dire par rapport aux chrétiens d'Irak qu'on a voulu les faire j'ai parlé d'épuration. L'épuration, elle se poursuit en Syrie. La Turquie, du temps, dans les années, je crois que c'était les années 80-90, amenait la guerre contre le PKK. Il y avait des villages stratégiques. Tous les derniers villages chrétiens ont été évacués pour des raisons stratégiques. Il reste quasiment plus en Turquie même, c'est en Anatolie.
en trace, les chrétiens devaient représenter à peu près 25% de la population ottomane. Je dis un chiffre, hein, on dira que si je me suis trompé ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais aujourd'hui, il en reste moins de 1%, même pas, 0,5%. Donc le processus d'épuration ethnique qui a commencé avec le génocide des Arméniens, mais avant d'ailleurs, avec les génocides des Assyro-Chaldéens, des Syriaques et autres dans l'Empire ottoman, se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est plus un génocide de haute intensité, mais c'est un génocide à bas bruit. D'accord. Alors, on me dit... bonsoir Monsieur Bernochet. Ne faites-vous aucun lien entre le vol d'explosifs dans l'enceinte militaire de Miramas et l'attentat du 13 novembre? Non, mais il y a eu une tentative d'attentat dans les installations pétrolières de l'étang de Berre. À 500 mètres de distance, il y avait des explosifs sur des cuves. L'une n'a pas marché, il n'y a pas eu d'incendie. Là, l'étang de Berre, c'est pas loin du dépôt d'explosifs de Miramas. Et curieusement, en Chine, il y a eu, dans je ne sais plus quel port, il y a eu des cuves aussi qui ont sauté avec des explosions simultanées à plusieurs centaines de mètres. Là aussi, il y a un modus operandi. Alors, je tire pas de conclusion, mais ça c'est pas. Et là, ça a marché puisqu'il y a eu des centaines et des centaines de morts. Il y a eu des gaz toxiques qui se sont développés, ça a été tout à fait dramatique. La presse, évidemment, s'est pas attendue. Il devait y avoir un match de foot ce jour-là, beaucoup plus important. Excusez-moi pour les footeux. Excusez-moi, bien sûr, mais il devait y avoir du tennis à Wimbledon ou à Roland-Garros, et donc on ne parle pas trop de ces choses. Puis c'est loin, donc ça nous concerne. Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est eux qui ont décidé. Bon, finalement, sauf qu'il y avait, encore une fois, une espèce de similitude, d'analogie, je ne vais pas plus loin que ça, avec l'affaire de l'étang de Berre qui avait foiré, et avec le vol, mais là, non, c'était de l'artisanat, tandis que là, on sait très bien si les armes sont arrivées de Floride ou du Kosovo, que ce ne sont pas les mêmes filières. D'accord. Alors, autre question, on me dit, quelle serait votre solution idéale et quoique concrète pour nous débarrasser pacifiquement et avec force de la hiérarchie occulte qui nous écrase? Alors en deux mots, je vais pas. En deux mots d'ailleurs. Je vais pas. Oui, merci. Je suis peut-être un peu trop long. J'aime bien avec force, mais pacifiquement. Il faudrait peut-être traîner Monsieur. Il y a des gens qui pensent Monsieur Sarkozy en cour de justice internationale, devant la Cour pénale internationale pour ses crimes contre l'humanité en Libye. Également, si on regarde bien les transgressions de la Constitution, Monsieur Hollande. Et son équipe, pas seulement les Fabius et autres et consorts, devraient pouvoir être traduits en haute cour de justice pour les manquements à leurs fonctions, leurs trahisons même, les transgressions. Il y a des gens qui pensent, qui le disent, mais maintenant il faudrait passer à l'acte. Voilà, en deux mots. D'accord. Parce c'est vrai, on a reçu un député ici, on lui a demandé pourquoi les députés avaient une telle passivité devant toutes ces informations. Parce que ils vont à la soupe, ils sont à l'étable. N'oublie pas, ils sont grassement payés, ils ont des retraites en or, pourquoi se ferait-il chier? Oui, c'est vrai. Franchement. Pourquoi remettre tout ça en cause, perdre ses avantages? Alors, on me dit, est-il vrai que l'armée arabe syrienne ne contrôle que 10% du territoire de la Syrie d'avant-guerre? Alors ça c'est un faux. Oui, 10% je sais pas, non, certainement. C'est certainement beaucoup plus, ouais. Mais ils contrôlent quand même les zones les plus stratégiques, la bande côtière, les zones qui sont irrigables, cultivables et autres, et les zones. Parce qu'ils contrôlent le désert, Daesh, c'est ça, voilà, les plus désertiques visiblement. La steppe désertique, donc des zones mais riches en pétrole. Riches en pétrole, voilà. Donc il y a beaucoup moins d'habitants, on va dire, sous l'autorité de Daesh que sur celle du gouvernement syrien légal, quoi. Et j'en voyais lors des évacuations à Homs, fugacement, parce que tout ça est fugace, on va pas tendre le micro, le micro-trottoir à des gens. Il y avait une brave femme qui disait « Ah, si ça pouvait revenir comme avant ». Et c'était une sunnite, j'imagine, se revenir comme avant. Ces gens étaient peut-être pas monstrueusement heureux dans un pays, mais qui de toute façon, une dictature pas plus dure qu'une autre. J'ai voyagé en Syrie dans les années 2000.
c'était un pays qui fonctionnait, qui tournait. Pourtant, le père Hafez el-Assad était là, était certainement beaucoup plus dur. Alors c'est vrai qu'il y avait une corruption énorme. Mais dites-moi où il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption, mais il semble que le président Bachar, en tout cas son fils, il a entrepris. Ça va mieux, ça va mieux. Il a pris des réformes, il a essayé de faire des choses, mais le parti Baas reste toujours le pilier central de l'État, mais aujourd'hui le pouvoir est quand même beaucoup plus partagé. Il y a une véritable opposition intérieure qui a le droit d'ouvrir sa gueule. Hein? On sait que la dictature, c'est ferme-la, et la démocratie, c'est cause toujours. Alors bien sûr, ça sert peut-être pas. On n'est plus tout à fait dans la dictature et pas encore dans la démocratie. Mais c'est vrai que si vous allez à Damas, alors les gens vivent. D'ailleurs, m'impressionne parce que les jeunes gens vivent leur vie. Alors ils boivent pas d'alcool, certes, mais ils vivent leur vie peut-être mieux encore que certains des jeunes gens de la classe. De la moyenne bourgeoisie ou de la classe aisée chez nous. Tout le monde n'est pas malheureux. Et enfin bon, je suis allé à 300 km de Damas, donc jusqu'à l'attaquer. J'ai vu les traces de la guerre, mais j'ai vu des villes vivantes, des gens. J'ai vu une boutique qui tourne. J'ai vu un pays qui tourne malgré la guerre. Et des Syriens qui, justement, sur ton expérience, qui sont quand même derrière leur gouvernement, qui soutiennent aujourd'hui, leur gouvernement. Oui. Sunnites, alaouites, chrétiens, druzes, on soutient le gouvernement. Parce qu'on pense que c'est c'est le dernier rempart contre... ce sont les bandes d'islamistes derrière. Bachar est ce qu'il est, mais si Bachar part, ça sera le chaos comme en Irak. Voilà. Irak, Libye, parce qu'en plus, j'imagine que ces peuples-là, que certainement nos médias prennent pour des imbéciles, mais... ils ont l'expérience de voir ce qui s'est passé ailleurs. Mais ils l'avaient, c'est ça qui a peut-être aussi permis à la Syrie de tenir, parce qu'ils se sont dit, regardez ce qui est devenu l'Irak, on ne veut pas devenir comme eux. Comme la Libye, ils voient très bien que si, en fait, Bachar tombe, c'est terminé, c'est place au chaos. Alors, donc il y a une idéologie patriotique réelle, et cette idéologie patriotique a été soudée par ce qu'ils appellent le sang des martyrs. Le sang des martyrs étant tous les soldats qui sont tombés de toutes les confessions. Chrétiens, sunnites, chiites, parce qu'il y a aussi des chiites, il n'y a pas seulement que des alaouites qui sont assimilés aux chiites, mais c'est plus compliqué que ça. Druzes, tout le monde est tombé au champ d'honneur, à la guerre, tout le monde a souffert, et donc tout ça a ressoudé la nation. L'année dernière, donc il y a un an, quand il y avait eu un référendum constitutionnel, un changement de constitution. Je me trouvais à Beyrouth au moment où on annonçait les résultats, et les réfugiés syriens pavoisaient dans la rue. Et tous n'étaient évidemment pas chiites, ils pavoisaient parce qu'ils pensaient que le régime de Bachar lui-même et le régime de Bachar était la seule solution aujourd'hui qui s'offrait pour sauver le pays. Ouais, parce que ce qu'on a constaté, c'est que même des gens qui faisaient partie de l'opposition il y a quelques années se sont rangés maintenant du côté du gouvernement parce qu'ils disent c'était mieux avant. Voilà. C'était mieux avant. Mais les Irakiens vous diraient la même chose, hein. Sauf ceux qui étaient fanatiquement opposés à Saddam Hussein. Ils disent, mais enfin bon... on vivait, on avait de l'argent, on mangeait, vous pouviez vous promener à Bagdad en pleine nuit durant l'embargo, il n'y avait quasiment pas de policiers. Et en tout cas, sauf à une époque où la criminalité s'est développée, mais avant il n'y avait pas de criminalité, ça n'existait pas. Il y avait un criminel, il était pendu tout de suite. Comme ça, l'affaire était réglée. Hein. On était tranquille. Il n'y avait pas de viol, il n'y avait pas... Parce que là, c'est le chaos qui s'est installé dans tout l'Irak, hein, clairement, depuis l'invasion américaine. Ah, ça c'est clair, oui. L'Irak a été atomisé. Alors, on me dit encore, bonjour, Monsieur Vernochet, nous connaissons le fossé qui sépare la vision occidentale de Daesh et la réalité. Qu'en est-il des soldats de l'État islamique ou de l'ASL? Pensez-vous qu'une révolte au sein de ces entités est possible? Ou bien le fanatisme, la peur et les effets du Captagon sont-ils trop puissants? Le fanatisme. Oui, le fanatisme. Le fanatisme, je veux dire, entre les jeunes gens romantiques, alors certains essayent de revenir parce que c'est trop fort pour eux. Là aussi, l'image romantique de la guerre et puis la réalité sur le terrain, avec une discipline, je crois, qui est extrêmement dure. Certains se font exécuter, considérés comme des traîtres d'ailleurs. Donc tous ne peuvent pas repartir. Ou alors s'ils repartent, c'est peut-être
s'ils sont exfiltrés, c'est peut-être pour venir perpétrer. Oui, parce qu'il n'y a plus de retour en arrière, j'imagine. Oui, d'une certaine façon, il n'y a plus de retour en arrière. C'est comme un groupe mafieux. Pour ce que j'en sais, donc le fanatisme l'emporte surtout. Ils ont le paradis au bout du fusil. Quand j'ai visité ce camp enfin, je n'ai pas visité le camp de repenti, je suis resté à l'extérieur. Ce quartier de Damas, j'avais avec moi de jeunes chiites lyonnais qui ont dit surtout il ne faut pas y aller parce qu'il y a un fou qui est capable de sortir d'une pièce, d'un appartement avec un couteau en criant Allah Akbar et de vous égorger en se disant qu'il va gagner le paradis. Là aussi, tous les hommes ne sont pas égaux, il y a des mentalités qui nous échappent complètement. Ça vous viendrait pas à l'idée de faire ça? Ouais, non. Moi non plus, mais il y a des gens qui croient dur comme fer. Vous tuez un mécréant, vous gagnez le paradis. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui le vivent. Donc comment, vous savez, c'est dur de lutter contre ça. Ouais, parce qu'ils pensent en plus forcément qu'ils ont raison. Alors on me dit, bonsoir monsieur Vernochet, pensez-vous que le pouvoir financier mondial profite de la chute de son système financier pour asservir toute la population du monde, autochtone y compris, à un nouvel ordre mondial, créateur de conflits meurtriers pour assurer sa pérennité? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ce chaos qui masque la situation. C'est pas sa pérennité. Ouais. Le nouvel ordre mondial tente de s'instaurer. Il s'instaure d'ailleurs à bas bruit. Il y a le fameux TAFTA, le traité commercial transatlantique, mais il y a aussi l'ALENA qui part du Canada, qui va jusqu'au Mexique et peut-être, je n'en sais plus rien au-delà. Le rouleau compresseur de l'unification du marché, vous mettez un grand U, le marché unifié mondial est en train d'avancer. Et qui dit marché mondial dit structure de gouvernement ad hoc. Ce traité qui est un traité bidon, ce faux traité qui a été signé samedi soir à Paris, le 12, est déjà le premier grand traité universel et qui met sous tutelle, comme l'OMS met sous tutelle, puisque l'OMS a un pouvoir exorbitant, qui est capable de mettre des populations, on l'a vu en Afrique récemment, de mettre des populations entières, des pays entiers, au prétexte d'Ebola, en quarantaine. On peut faire vacciner, on a essayé avec les Français, ça n'a pas marché, pas très bien en tout cas, de les faire vacciner. En masse, on montre bien qu'on devient véritablement du bétail, mais ça avance résistiblement. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Iran, la destruction nécessaire. Destruction, ça ne veut pas dire qu'on doit atomiser, mais il y a des gens qui y pensaient, qui pensent toujours, en disant Téhéran est une cuvette, une bonne bombe atomique là-dessus. Voilà. Si vous allez sur les sites, vous trouverez, il y a des gens assez curieux pour penser ça, ouvertement. Et eux, ils ne sont pas traînés devant les tribunaux. L'objet aussi du rapprochement avec Rouhani et autres, de l'occidentalisation, partagé, c'est pas le clergé non plus, les ayatollahs qui y sont opposés. Il faut pas croire. Il y a des ayatollahs corrompus qui touchaient à leur pot de vin sur les ventes de pétrole. Vous avez beaucoup d'ayatollahs, on pourrait croire que le clergé chiite est profondément anti-question occidentale. Ça, c'est une connerie. C'est complètement une idée controuvée. Donc, il faut que le boa mondialiste digère l'Iran. Donc détruire l'Iran, c'est le digérer, c'est le réintégrer dans le marché mondial. D'ailleurs, après la signature du traité avec les États-Unis, on a vu se précipiter les hommes d'affaires français. Oui, d'abord le ministre Fabius, tout honte bu, qui est allé faire des risettes. Et puis au mois de septembre, là, on a vu une centaine essayer de regagner les marchés qu'on a perdus. Les Iraniens sont bien sympas s'ils nous les rendent, parce que là, je pourrais vous en raconter long là-dessus. Donc c'est réintroduire, réinjecter l'Iran, le remettre dans la grande mouvance mondialiste. Les Iraniens, ils sont prêts. Vous savez, les jeunes gens, on boit de l'alcool à Téhéran, les jeunes gens se réunissent et font des rêves, parties ou autre chose. En dehors de Téhéran, en tout cas, la classe aisée... La classe aisée a une volonté de s'occidentaliser. On trouvait, quand j'étais à Téhéran, j'avais vu un Mac Air, vous savez, les tout petits Mac ultra légers, les Mac Air étaient déjà à Téhéran avant d'être à Paris.
D'accord. Ça vous dit, hein. Contrairement à ce qu'on croit, d'accord. Bah, c'est pas du tout des arriérés. Hein. Donc il faut. L'Iran est un très grand marché, deuxième producteur de gaz ou troisième, et même chose pour le pétrole. Enfin, sont des ressources, le cuivre au Baloutchistan, enfin pas au Baloutchistan, dans la partie orientale qui jouxte le Baloutchistan, qui touche le Pakistan, et la partie orientale s'appelle le Baloutchistan, le pays des Baloutches, l'équivalent des Pashtuns du Nord. C'est prodigieux, l'Iran, c'est un marché de 60 millions d'âmes. Donc le nouvel ordre économique mondial a bien besoin de marcher comme ça. Et puis stratégiquement, qui tient l'Iran, ferme ce qu'on appelle le Rimland, c'est-à-dire le Rimland qui enserre la masse continentale eurasiatique. Donc d'un point de vue géostratégique. En plus, il leur manque que l'Iran et la Syrie finalement dans ce jeu mondial, puisque le Pakistan sous domination américaine, la Syrie, parce que ce sont les couloirs d'acheminement du pétrole, pas tant pour le pétrole syrien, mais que les couloirs qatari et saoudiens. Oui, puis il faut irriguer Israël. Il y avait un pipeline qui arrivait à Tripoli. À Tripoli au Liban, pas Tripoli en Libye, Tripoli au Liban, et qui desservait, là il y avait du temps même de Bachar, il y avait le projet de la réouverture de cet oléoduc qui arrivait donc à Tripoli, mais avec une dérivation qui serait arrivée directement en Israël. Aujourd'hui, c'est le pétrole de Daesh qui arrive en Israël. Voilà. Alors, on me dit aussi, Monsieur Vernochet, quel ouvrage pouvez-vous nous recommander, tant historique que géopolitique, pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement entre nos États-nations ? Entre nos États, mais qui sont les États-nations? L'Europe ou au Proche-Orient? La question n'est pas assez précise. Pas assez précise. Alors, sur le Proche-Orient, mais je réponds, j'ai écrit un livre en 2013 qui s'appelle « Le wahhabisme est-il un contre-islam ?» pour comprendre que le wahhabisme, l'idéologie de Daesh, la doctrine officielle de Daesh, c'est un islam totalement déviant qui est en dehors de l'islam. L'islam, grosso modo, il y a 4 grandes écoles, dont une école très dure, l'école Hanbalite, la dernière, une école rigoureuse, mais qui n'a rien à voir avec le wahhabisme, qui est une école dissidente et que je qualifie, mais je ne suis pas le seul, de contre-islam. Donc je vous recommande Les Égarés, le wahhabisme est-il un contre-islam? Ça vous expliquera toute la configuration politique, géopolitique de Daesh. Je pense qu'aujourd'hui, pour faire de la vraie géopolitique, il faut faire de la géopolitique eschatologique, c'est-à-dire messianique, penser aux fins dernières et aux buts qui sont au but eschatologique, au but en fait qui sont poursuivis sur le plan non pas spirituel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de spiritualité dans le wahhabisme, mais qui sont poursuivis sur le plan religieux, on va appeler ça religieux et politique à la fois. Parce que ce wahhabisme aussi, on sait qu'il est en train de s'implanter en Occident, particulièrement en France, par le biais d'imams et de mosquées on est peut-être subventionnées. On est plus wahhabite en France qu'on ne l'est en Algérie. Le wahhabisme devient la nouvelle orthodoxie de l'islam. La formule n'est pas de moi. D'ailleurs, pour écrire ce livre, n'étant pas musulman, je me suis appuyé sur des oulémas, sur des docteurs de l'islam. Les avis que j'exprime ne sont pas proprement les miens. Encore une fois, pour ceux qui diraient mais qu'est-ce que c'est que ce kafir là qui se mêle des affaires, des jugements, des affaires. Pour comprendre l'islam, il faut être musulman. Je répondrai aussi que il n'y a pas de pire ignorant, on n'est pas plus ignorant que celui qui croit savoir. D'accord. Alors je vais prendre une dernière question parce qu'on arrive à la fin. Qu'en est-il des civils qui sont aujourd'hui dans la Syrie occupée ou l'Irak occupé? Y a-t-il beaucoup de terreur et y a-t-il des actes de résistance? C'est vrai que ces populations qui sont gérées, ils sont gérés. Même s'il y a des chrétiens, ils payent le tribut. C'est ça, donc il y a une administration Daesh. Il y a une administration. Daesh ménage aussi ses techniciens pour l'extraction du pétrole. Ils en ont même fait revenir, ils les payent grassement. On a besoin, ils sont pas bêtes, les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers spécialisés dans le pétrole ou dans d'autres domaines, dans l'administration. Simplement, il faut se soumettre à des règles qui sont très dures. Il suffit d'égorger en place publique un certain nombre d'individus. Ça fait de l'exemple, tout le monde se tient tranquille. C'est pas... parce que ça, c'est une des techniques de Daesh. Ils arrivent
arrive dans la politique de terreur est pas forcément une politique stupide. Ça permet de gagner beaucoup de temps et ça met tout le monde au pas. Mais il faut dire que Daesh a rien inventé en la matière. Les Français aussi coupaient les têtes. C'était dans les années 30, je crois, le général Gouraud, quand il y a eu des troubles en Syrie, le général Gouraud est remonté en Turquie jusqu'à Gaziantep. Et quand je suis passé à Gaziantep à la fin des années 60, on se souvenait, il n'y avait pas d'étrangers qui étaient. À ce moment, c'était encore une petite ville. Aujourd'hui, c'est une mégapole presque, au sud de la Turquie. Et on se souvenait encore des têtes coupées par le général Gouraud et par ses tirailleurs sénégalais. Couper cabèche. Vous voyez, c'était la technique couper cabèche. Mais là, tout le monde se tenait tranquille. Donc on n'a pas tellement de leçons à donner aux uns et aux autres. La guerre est une vilaine chose, sauf que la guerre terroriste, cette nouvelle forme de guerre est quand même une guerre que nous devons moralement, militairement condamner et politiquement condamner. Avec la plus grande force possible. Et en conclusion, justement, c'est quoi l'avenir de la politique française, justement, par rapport à cette position syrienne? On va continuer dans la schizophrénie totale en armant les deux, en armant un côté, puis en faisant semblant de combattre de l'autre. Mais on va vraiment y avoir un changement. Je vais répondre. Quand on n'a plus de colonne vertébrale, on se met une carapace, vous savez, un exosquelette, pour tenir l'ensemble. L'intérieur est liquéfié, donc la carapace, c'est l'état d'urgence, et puis demain, ça sera peut-être un peu au-delà de l'état d'urgence, des politiques de plus en plus coercitives. Monsieur d'ailleurs Sarkozy, je vais terminer sur un bémol, hélas pour moi, nous avait dit mais de toute façon le métissage c'est l'avenir de la France. Oui, pourquoi pas, mais laissez-nous faire. Il dit et si vous voulez pas, de toute façon on va faire une loi par la force de la loi pour vous obliger à vous métisser. Monsieur Sarkozy, mêlez-vous de vos affaires. Si on a envie de se métisser, on se métisse, mais si on n'a pas envie, ne nous emmerdez pas. Donc Monsieur Sarkozy aussi Dardar, tribunal pénal international. Bon, ça fera plaisir en tout cas à beaucoup de gens, j'imagine, sur Méta TV. Merci Jean-Michel Vernochet. Merci à vous, merci à toutes et à tous. Merci en tout cas d'être venu. Je sais que merci évidemment aux modératrolls connectés, merci à la régie, merci à tous les métanautes. Vous étiez nombreux en plus, pas mal de questions, on ne pourra pas répondre à tout. Malheureusement, vous savez très bien, c'est comme ça. Alors il y avait l'homme providentiel, mais l'homme providentiel. L'homme providentiel individuel, non, mais l'homme providentiel collectif, il faut constituer une équipe d'hommes et de femmes susceptibles de prendre immédiatement en charge les affaires de l'État, donc de boucher comme on met vous savez, de l'étoupe dans un ventre blessé ouvert par une arme de guerre. Il faut immédiatement une équipe qui soit capable de reprendre en main, d'assurer la continuité des affaires publiques, du service public, donc des hommes compétents venant de tous horizons. De tous horizons, mais ça, je ne peux pas le faire seul, et d'ailleurs, je n'en ai certainement pas la force. Peut-être la compétence, mais pas la force. Et en tout cas, nous aussi, on espère que ça se fera. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à vous. Merci. Et voici, je n'aurai qu'un mot, puisque comme vous le savez à chaque fois, pour terminer, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao à tous, ciao, à mercredi.